Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie du Monde en 7 où nous évoquons largement l'actualité togolaise avec les candidatures à la présidentielle de cette année. 10 candidats au total sur la table de la Commission électorale nationale indépendante en attendant la confirmation de la Cour constitutionnelle. Et pour commencer, nous évoquons l'opposition togolaise qui est qualifiée aujourd'hui d'incapable de se réunir par Kofi Yamyan, le président de Sursaut Togo. Oui, c'est un constat et c'est clair comme constat. Aujourd'hui, nous avons au niveau de la CENI 10 candidats, dont 7 à peu près issus de l'opposition. Et à cette allure, moi je sais, il n'y a même pas à douter que au soir du 22 février, et celui qui sera déclaré d'office élu, c'est Fonya Singbe. Mais parce que là, on nous dira que le scrutin, c'est à 2 tours. Mais lorsqu'il n'y a pas une unité d'action, lorsque face à ces multitudes de candidats, le pari est gagné d'office pour fort, en plus de la machine à fraude qui est toujours là et qui a déjà commencé, où tout est organisé dans l'illégalité, où on a installé certaines personnes qu'on a dénommées à tort de cour constitutionnelle, parce qu'aujourd'hui, moi, conformément à notre constitution, il n'existe pas de cour constitutionnelle au Togo. Conformément à notre constitution. Parce que la loi dit la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. On a quelque chose qui n'est pas composé de 9 membres. Ce n'est pas une Cour constitutionnelle conformément à la Constitution. Autrement dit, on dira que la Cour constitutionnelle togolaise est anticonstitutionnelle. S'il faut l'appeler Cour constitutionnelle, on dira qu'elle est anticonstitutionnelle. Autrement dit, on n'a pas de Cour constitutionnelle conformément à notre Constitution. Lorsque la Constitution dit... Il manque 2 membres qui devraient être issus du Sénat. Oui. Quand la loi dit que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres, ça veut dire que la Cour constitutionnelle doit être composée de 9 membres. Au départ. À ce moment, on estime qu'il y a une Cour constitutionnelle. Si demain il y a des différences, on avisera que la Cour constitutionnelle existait au départ, a existé au moins une fois avant qu'on ne parle de différence. Que le Sénat n'est pas encore créé. Si le Sénat n'est pas créé, ça veut dire qu'il faut prendre d'autres initiatives pour mettre en place la Cour constitutionnelle. Parce que dans le temps, il y a l'article 155 de la Constitution qui dit que le Sénat doit nommer 2 membres de cette Cour constitutionnelle-là. Mais, à l'absence du Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui désigne ces 2 membres-là. Cette disposition-là a été supprimée. Donc si on veut mettre une Cour constitutionnelle, soit on réajuste la loi constitutionnelle, soit on va à un accord politique. Puisque vous savez, les accords politiques permettent, lorsqu'il y a un consensus, un large consensus, de mettre entre parenthèses, excusez-moi le terme, certaines lois. Lorsque nous tous nous sommes d'accord que la loi que nous nous sommes fait établir, nous pouvons la mettre de côté en attendant. Si nous tous nous sommes d'accord, mais les candidatures, on pourra le faire. Les candidatures à ce scrutin pourraient être interprétées comme un accord, comme un consensus. Chacun est parti de son coin pour déposer une candidature. On l'appelle où? Un accord, ça se passe, vous êtes ensemble, vous signez. On n'a rien signé. Un consensus. Un consensus par rapport à quoi? Par rapport à la participation? Puisque c'est la Cour constitutionnelle qui aura à valider ces mêmes candidatures. Écoutez, cette Cour constitutionnelle-là même, le processus a été déclenché même avant qu'on ne mette en place ce qu'on appelle aujourd'hui Cour constitutionnelle. Alors, vous savez que c'est la Cour constitutionnelle qui doit... Pas à la Cour constitutionnelle, parce que déposer des candidatures. Pardon? Pourquoi déposer des candidatures qui devraient être confirmées par cette Cour constitutionnelle qu'on ne croit pas. Donc vous dites que les gens ne doivent pas déposer pour qu'on parle déjà qu'ils sont en train de boycotter. Ça aussi c'est une stratégie politique qu'ils sont en train de faire, ça n'engage que eux. Peut-être que si c'était moi, je n'allais pas participer. Mais ils décrient. Est-ce qu'ils ne dénoncent pas ces irrégularités-là ou ces incongruités-là dans un pays où nous avons des juristes, un pays où nous avons des gens chevronnés, des juristes chevronnés, on fait des à peu près. Mais
il y a aussi la CENI qui fait sa loi, et qui l'a défait, qui fait sa loi tantôt, il l'a défait, et qui c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, moi je dis, ce processus-là, c'est un processus bancal, un processus qui est, je sais pas, ce n'est pas la première fois que nous organisons les élections dans ce pays. On n'a jamais assisté à ça. On n'a jamais assisté à ça où, moi je dis, et je répète, il n'y a pas de cours constitutionnel au Togo. Donc tout ce que ces personnes-là vont organiser, tout ce qu'ils vont dire là, pour moi, ça ne respecte, ça ne cadre avec aucune loi de notre pays. Alors si aujourd'hui l'opposition se rend à ce scrutin en rang dispersé, c'est parce que des partis comme le CAR, qui n'a d'ailleurs pas déposé de candidature, reproche au processus un manque de transparence et fait partie des problèmes, sinon de ces points qui aujourd'hui divisent l'opposition et qui conduit à ce que l'opposition se rende à ce scrutin en rang dispersé. Je voudrais d'abord réagir par rapport à ce que le président de la Ligue disait par rapport à la Cour constitutionnelle. Oui. C'est vrai qu'il y a des manquements qu'il faut relever quant à la composition de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que, je disais tantôt, et il a soutenu qu'il n'y a pas le Sénat, et donc... Oui, c'est une réalité. Il n'y a pas de Sénat, et donc il n'y a pas de membres désignés par ce Sénat-là pour que la Cour constitutionnelle ait ses 9 membres. Il y a un problème de jurisprudence qui est créé, qui est né à partir de la composition de cette nouvelle Cour constitutionnelle. Le débat qu'il y a aujourd'hui autour de la constitution de la Cour constitutionnelle, je dis, c'est encore une erreur de l'opposition et de la société civile, dont fait partie la Ligue. Je le dis parce que il ne faudrait pas toujours attendre les moments difficiles pour ressortir ces incongruités dont il parlait tout à l'heure. On laisse les choses évoluer et quand on arrive à un niveau crucial, on commence par crier. Je dis, ça met un peu de doute dans la tête des citoyens. Pourquoi attendre toujours ces moments-là avant de commencer par critiquer ce qu'on pouvait faire en amont pour qu'on n'en arrive pas là? Aujourd'hui, on parle d'illégitimité de la Cour constitutionnelle. Illégalité même. De l'illégalité, de l'illégitimité, parce que qu'elle est anticonstitutionnelle et tout ça. Oui. Mais moi, je pense que dans la forme et dans le fond, cette Cour constitutionnelle-là reste légitime. Parce que nous sommes en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Et qui devrait être existé. Qui devrait exister. Pour compléter. Pour compléter. Je dis, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir participé, enfin, disons que les pouvoirs en place ont organisé des élections municipales et à partir de ce moment-là, on pourra constituer le Sénat. Si le Sénat n'existe pas, on ne va pas le créer, enfin, de manière fictive. Je suis d'accord. Il faut forcément que le Sénat existe pour qu'on tire les 2 membres. Oui. La Cour constitutionnelle, elle est créée à partir d'élections
de certains membres, de propositions par le chef de l'État d'autres, et après les 2 membres du Sénat. Mais si les autres institutions existent et que cette Cour peut fonctionner, je ne vois pas où se trouve le problème. Il y a un problème. Nous avons fonctionné avec une Cour constitutionnelle dont un membre est décédé depuis des années, qui n'a jamais été remplacé. Oui, monsieur. Oui, ça c'est d'accord. Oui. La Cour constitutionnelle dont le membre est décédé était formée à 9. C'est ça les défaillances. Oui. À partir de ce moment, on peut parler de quorum. Je dis, lorsque le Sénat qui doit désigner ces 2 membres n'existe pas, oui. Et on ne va pas faire miracle. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle aussi ne doit pas exister. La Cour constitutionnelle... En réalité, non. En toute logique, en toute logique, et selon le bon sens, si le Sénat n'existe pas, parce qu'en réalité, le Sénat aussi doit faire la Cour constitutionnelle. Lorsque celui qui doit créer quelque chose n'existe pas, ça veut dire que ce quelque chose qui doit être créé ne doit pas exister. Non. On est d'accord. En toute logique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, La Cour constitutionnelle n'est pas créée uniquement par les membres du Sénat. Justement, c'est là, où il faut comprendre la chose. J'ai dit, au départ, j'avais dit que la loi dit la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. Oui. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle doit être composée de 2 membres. Dont 2 issus. Aujourd'hui, de 9 membres. De 9 membres, pardon. Aujourd'hui, un initiateur, ou du moins un élément créateur de la Cour constitutionnelle fait défaut. Oui. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle ne peut pas être créée. Nous tous, nous devons créer. Mais suivez mon raisonnement. Nous tous, nous 3 là, on doit créer quelque chose. Je dois apporter quelque chose. Vous devez apporter quelque chose. Vous avez apporté une partie, j'ai apporté une partie. L'autre, lui, n'a rien apporté. C'est lui, ce qu'il doit apporter doit compléter pour qu'on puisse parler de la chose, de l'objet. Mais maintenant, il n'a pas apporté parce qu'il n'existe pas. Si dans mon fonctionnement, dans le fonctionnement de ce que j'ai créé, si dans le fonctionnement, les membres que le chef de l'État nomme et les membres élus par l'Assemblée nationale peuvent déjà commencer le travail. Pourquoi ils peuvent? Ils ne pouvaient pas constitutionnellement. Parce que la loi dit que c'est 9. La loi, c'est pourquoi il a dit le 9. Monsieur Abougrand, quand les gens parlent de quorum, écoutez, quand les gens parlent de quorum, tout de suite vous avez voulu évoquer le problème de quorum parce qu'il y a un qui était décédé. Ça aussi, la personne est décédée, on l'a réclamé qu'on le remplace à 20. Personne ne nous a écouté. La personne est décédée en cours. Monsieur Abougrand, en cours de mandat. À ce moment, on peut parler de quorum parce que ça n'affecte pas qu'il y ait une décision. Ça n'affecte pas le fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui existait, qui a été créée à 9 membres. Aujourd'hui, on n'a pas de Cour constitutionnelle créée à 9 membres. Oui. Donc, c'est une Cour constitutionnelle bancale. C'est pour ça qu'il dit une Cour constitutionnelle anti-constitutionnelle. Parce que la Constitution dit que pour créer ça, il faut que ça soit 9. Oui. Si ce n'est pas 9, ce n'est pas créé. Monsieur Abougrand, les mots en dessous. Donc, faites quand même la création. La création. Je dis que ça n'existe pas encore pour qu'on puisse parler de fonctionnement. Ça n'existe pas. Monsieur Abougrand, c'est l'opposition qui a demandé la recomposition de la Cour constitutionnelle. Oui. Je dis... C'est pas l'opposition qui a modifié le fait que l'article 155 qui dit que à défaut de Sénat, on peut désigner, l'Assemblée peut désigner 2. C'est pas l'opposition qui l'a fait non plus. Oui, justement, parce que la logique... Non, c'est un rappel. Hein, oui, la logique était quand même l'organisation des élections municipales pour pouvoir, avec l'Assemblée nationale, créer ce Sénat. Oui. Et que dans la suite logique, que après, on puisse mettre en place une Cour constitutionnelle. Vous savez que la décision disait que, en l'absence du Sénat, l'Assemblée peut désigner. Mais si on maintenait ça, même si... parce qu'on a dit en l'absence
du Sénat, Oui. l'Assemblée désigne. Non, Ça veut pas dire que- l'Assemblée désigne, mais l'Assemblée joue le rôle du Oui, Sénat. c'est ce que je dis. Oui. Ça veut dire que si le Sénat hésite, on pouvait maintenir cette disposition-là, si le Sénat vient, Monsieur Agboudan, mais c'est automatique, le Sénat joue son rôle. Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'il y a un membre de la Cour constitutionnelle, enfin, le membre a disparu, que vous avez demandé son remplacement en vain. Je crois que le débat qu'on est en train de mener aujourd'hui devait être mené en amont pour attirer l'attention des gens sur ce fait-là. Oui, on a fait. Mais Ce débat-là, en amont comment? En amont par rapport à quoi? Puisque oui, la... oui, c'est-à-dire le remplacement d'abord Oui. du membre qui est décédé, et que aujourd'hui les gens commencent déjà par voir clair que il y a le Sénat n'existe pas et on ne peut pas recomposer une cour constitutionnelle. Si je suis dans sa logique. Maintenant, Écoutez, moi j'ai fait ce débat-là. Oui. Moi j'ai fait ce débat-là. Avant même qu'on faire le débat, d'accord. Mais faire le débat, d'accord. Mais quelles ont été les actions menées sur le terrain vis-à-vis du pouvoir politique pour que cela se fasse? C'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, voyez-vous, il y a des lettres ouvertes que enfin certains de vos collègues envoient au président de la République, au président de la Cour constitutionnelle, à la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, mais avec... Mais on ne les a pas écoutés, justement, c'est ça le problème. Il faut comprendre que c'est une erreur politique que le parti au pouvoir a fait en enlevant en supprimant les dispositions de l'article 155. Parce que le fait que ça existe, en réalité, ça n'a aucune incidence, même si demain, on met en place le Sénat. Parce que celui qu'on met en place le Sénat prend son rôle. Parce qu'on a dit que c'est en l'absence du Sénat que l'Assemblée nationale joue. Ça veut dire que lorsque le Sénat est là, on peut jouer ce rôle-là. L'Assemblée nationale en ce moment ne pourra plus jouer ce rôle. C'est ce que j'ai dit. Et donc, je dis que cette loi, non, il faut la supprimer parce il y aura un conflit entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que quand on dit que en l'absence du Sénat, l'Assemblée nationale joue ce rôle. Ça veut dire, à contrario, lorsque le Sénat est là, le Sénat joue son rôle. Très bien. C'est ça. Mais je dis, on pouvait ne pas attendre que le Sénat soit là d'abord avant de supprimer cette disposition-là. Mais on ne pourra maintenant, même si le Sénat est là, on ne pourra pas modifier en volonté la Constitution. C'est pour ça que je dis que même si le Sénat est là, cette loi-là, ça n'a aucune influence, ça ne gêne en rien. Puisqu'on a dit que c'est à l'absence. Monsieur Beaugrand, voilà qu'on a supprimé et qu'on n'a pas le Sénat. Je continue. Voilà qu'on a supprimé, on n'a pas le Sénat et nous sommes devant une situation qui m'a été posée. Non, on va en finir. On va en finir. On se comprend à demi-mot. J'ai dit, l'opposition togolaise unie face à qui? À un candidat du pouvoir en place qui est M. Fogna Singbe. L'opposition togolaise a ce péché mignon-là de ne jamais s'entendre sur le minimum pour avancer. En 1993, le candidat unique du Code 2 était M. Edem Kojo. Un candidat qui a été nommé depuis l'exil béninois, ramené à Lomé pour participer à une élection présidentielle. La France, elle encore, a envoyé des troupes, ces bérets rouges, au Togo, pour sécuriser, selon les termes employés dans le temps, pour sécuriser cette élection présidentielle. À une semaine de ce scrutin-là, l'opposition décide
de retirer son candidat, à l'étonnement de tous. Je me rappelle... Et quelle était la raison évoquée? Justement, je vais y arriver. L'ambassadeur de France au Togo, dans le temps, monsieur Michel Chaplet, il s'appelle, avait reçu tous les leaders de l'opposition, c'est-à-dire de la coalition qui s'appelait le Code 2, il les avait reçus individuellement. Et il leur a expliqué la position de la France par rapport à ce scrutin-là. Il a tenté de raisonner cette opposition pour qu'elle ne boycotte pas ce scrutin. Je dis, hélas, à 2 jours du scrutin, le Code 2 sort un communiqué pour annoncer le retrait de son candidat, Edem Kodjo, en se basant sur un scrutin qui est mal organisé, qui ne sera pas transparent, etc., etc. C'est la principale raison. Mais, en réalité, c'était un problème de leadership. Si ce n'est pas moi, ça ne peut pas être Kodjo. Et j'avoue que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même cette frustration-là au sein de cette opposition où les gens cherchent toujours à se régler des comptes à des moments cruciaux de notre vie politique. Moi, quand on dit les gens vont se retrouver, discuter, trouver un candidat consensuel, je dis, je ne trouve pas ce candidat-là au sein de cette opposition. À moins que tout le monde dise, ok, aujourd'hui, nous nous retirons pour trouver un candidat, peut-être indépendant ou inconnu de tout ça pour être soutenu par l'opposition. Parce que pour moi, cette façon de faire, cette guéguerre entre ces dirigeants-là ne permet pas d'avoir une unicité d'action et dire qu'on peut avoir un candidat consensuel. C'est difficile et Kofi Nyanyam, il fait partie lui-même de ces leaders-là parce que il a voulu aussi participer à un scrutin présidentiel. On lui a dit non, il faut qu'on discute, qu'on trouve quelqu'un, mais il a été déposé plus rapidement. Enfin, il a annoncé très rapidement sa candidature avant que les premières réunions ne commencent à s'organiser. Je dis eux tous, lui-même qui essaie de diaboliser cette opposition, je crois qu'il fait partie de ceux-là même qui sont à la base de cette désunion-là au sein de l'opposition. Aujourd'hui, c'est le candidat de Monseigneur Kofi Ouédraogo qui divise l'opposition. Non, ce n'est pas ce candidat qui divise l'opposition. L'opposition même est divisée au départ. Sinon, des gens ont annoncé leur candidature avant même que Monseigneur Ouédraogo ne positionne le sien. Donc, parce qu'ils étaient peut-être au courant. Bon, je crois que c'est vrai, Monseigneur Ouédraogo a fait des prises de contact, tout ça là avec les autres, mais je crois que le principe n'était pas acquis à tous les niveaux. Mais c'est ce qui fait que, bon, finalement, on se retrouve, en plus du candidat unique, des candidats multiples. Donc, finalement, on se demande s'il y a encore un candidat unique. Mais je crois que l'élément est profond, tel que Eric Johnson l'a soulevé tout à l'heure. C'est pour ça que moi j'ai dit au départ, à cette allure, mais c'est clair quoi, il n'y a rien à espérer. La tendance, ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc là, à cette allure, oui. La tendance c'est peut-être pour 2030.
2030, parce que l'autre, lui, il est parti pour 10 ans. Quand il dit qu'il a accepté, parce que comment j'ai entendu que j'ai dit oui à votre demande et j'accepte d'être votre président, mais j'ai trouvé mon pays triste, le pays. Oui, parce que le parti on dit, on lit un homme, c'est les taureaux qu'on lit pas l'école. Un homme, on ne lit pas ses paroles. Faure Gnassingbé a dit que pour que la démocratie évolue en Afrique, il faut limiter le mandat à 2, au plus à 3. C'est vrai, tout récemment on a limité. Mais on veut nous faire, Faure Gnassingbé veut nous faire croire que la limitation c'est après lui. Le principe qu'il a évoqué là, pour faire évoluer la démocratie, il dit que il nous fait croire que il faut faire évoluer la démocratie après lui, parce que lui il est déjà en course pour le 4e mandat. Et ce n'est pas bon pour un dirigeant de cette envergure là. Donc moi je dis, mais avec l'opposition, s'ils ont la possibilité de se ressaisir, ils n'ont qu'à le faire. Sinon, après le scrutin, je crois que la population qui est déjà désabusée risque de l'avoir comme de s'opposer à cette opposition. Parce que là, est-ce que l'opposition avait une chance de pouvoir faire face au candidat du parti au pouvoir uni, c'est-à-dire Faure Gnassingbé? S'il avait une chance S'ils étaient unis, non, en fait, en réalité, si le scrutin est transparent, ouais. Si le fichier, d'abord le fichier est propre. Si le fichier est propre. Oui. Moi, je ne demande même pas nécessairement une candidature unique. C'est-à-dire que l'opposition pouvait faire autrement. Il y a eu d'autres alternatives. C'est pas dire qu'il faut s'entendre sur le minimum. Faire une unicité d'action. Même si c'est 2, 3, 4 candidats, s'entendre sur le minimum. Parce que vous avez, on dit on est de l'opposition, ils sont là-bas tous de l'opposition, mais il y a des opposants de l'opposition qui sont dedans, des candidats. Il y a des candidats qui s'opposent. C'est-à-dire qu'on se demande qui est vraiment opposant. Surtout si ces derniers temps, vous voyez des gens déclarer qu'ils soutiennent le gouvernement. Mais vous demandez vraiment, des gens disent que nous sommes opposants. Et notre, la loi à l'Assemblée, leur loi organique l'a dit, mais il suffit de dire que tu es opposant, Donc, il suffit de dire sur les lèvres que je suis opposant. Donc, et c'est ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent affronter Faure Gnassingbé, les 10? Ils peuvent affronter, ils peuvent garder, quelqu'un peut gagner Faure Gnassingbé au premier tour. Ou du moins à un second tour, si les élections sont libres et transparentes, si le fichier est propre, si tout est organisé. Mais aujourd'hui, la CENI est là, on sait combien. Il y a le cadre aussi qui a retiré son représentant, et au niveau de la CENI également. Oui, ils ont dit, ils doivent se retirer. Donc voilà, ça dit que si les conditions sont réunies pour une élection transparente, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, alors je vous parle. Nous ne sommes pas réunis. Est-ce que c'est la personne d'Agbeome Kodjo qui divise l'opposition? D'abord, vous savez, notre opposition a des dirigeants qui, à mon avis, ne font pas de la politique de gentle, comme on le dit. C'est-à-dire que vous imaginez à des funérailles d'un dirigeant politique, un leader politique qui arrive, qui salue les gens et qui, parce que il y a eu des dissensions sur des questions politiques, évite de saluer certains qui sont là. Quand vous voyez cette scène, vous vous demandez comment ces gens-là pourront s'asseoir et discuter des problèmes du pays. En gros, l'intérêt du peuple n'est pas aujourd'hui privilégié. Ça c'est clair. Aujourd'hui, Agbeome Kodjo, son problème, c'est d'avoir fait le régime en place. C'est-à-dire, c'est d'avoir été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale,
directeur du port, etc. Son problème, c'est d'avoir côtoyé le parti au pouvoir. Mais est-ce que réellement, ce n'est pas une chance pour cette opposition? Si aujourd'hui, on doit revenir sur le passé d'Agbéomé. C'est le meilleur choix, selon vous? Je ne dis pas que c'est le meilleur choix, mais je dis tout simplement que quand on fait une proposition pour une unicité d'action, je pense qu'il faut mieux mûrir la chose au lieu de chercher à crier sur tous les toits que ce candidat-là est le plus mauvais parce qu'il a eu un passé vraiment regrettable. Agbéomé, je pense que de son passé aussi, il a eu à vilipender ceux avec qui il veut composer aujourd'hui. Et c'est un passé qui le rattrape finalement. C'est surtout ça. Voyez-vous? Donc, dans l'un ou dans l'autre, il y a sujet à débat. Néanmoins, je pense que cette opposition, quel que soit ce qui va arriver, avec cette intention de tout un chacun de prendre le pouvoir, personne ne pourra céder pour que réellement on ait un candidat unique, un candidat, je ne sais pas. Ce sera vraiment difficile. Agbéomé, problème, ça dépend. Je crois l'opposition parle de transparence. Vous permettez, je crois que le problème d'Agbéomé, ce n'est pas, en réalité, selon moi, selon mes analyses, ce n'est pas le fait qu'il ait fait, qu'il ait travaillé au sein du parti au pouvoir. Ce n'est pas le fait qu'il ait été Premier ministre, Adema, ou président de l'Assemblée nationale au temps du RPT. Et ce n'est pas ça qui pose le problème, pour moi. En réalité, puisque à un moment donné, Agbéomé a été accepté comme un vrai opposant. À un moment donné de l'histoire de ce pays, où il a collaboré avec l'opposition, où les militants de l'opposition l'ont accepté comme tel. Je dirais peut-être en oubliant ce passé-là, du moins en ne prenant pas en considération ce passé-là. Mais là où le problème, son véritable problème, c'est comment il a terminé, par exemple, au sein du CST, avec ses anciens, en fait, ses collègues. C'est la manière dont, c'est ça, vous avez relevé ça. Au lendemain des législatives, c'est vrai, on peut estimer que quelque part il a raison, mais la manière dont il a géré cette situation-là, en décriant ou en vilipendant publiquement ses autres collègues, c'est ça peut-être qui fait la méfiance des uns et des autres, pour dire, mais puis après il a changé carrément de discours. Depuis ce moment-là, il a changé. Lorsqu'il parle, vous avez l'impression que il est retourné à ses vieux démons. Mais c'est l'impression que maintenant, lui aussi dit que c'est parce que les autres ont commencé par le traiter, qu'il a changé. Non, écoutez. Puisque je l'ai écouté. Écoutez, moi, lorsque une radio de la place. Lui et moi, on se parle comme de grand frère, petit frère. Moi, lorsque je lui dis, mais écoutez, lorsque vous avez un principe, vous savez que vous étiez quelque part, vous êtes parti, vous défendez vos principes. On est d'accord. On peut être dans l'opposition, mais ne pas être d'accord avec un opposant, mais ne pas quand même tenir des discours comme si notre adversaire commun, on est plus proche de notre adversaire commun. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. C'est-à-dire que lorsque vous changez carrément de discours, vous n'êtes pas d'accord avec votre collègue. Vous lui dites, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais lorsque dans vos propos, dans vos démarches, dans vos réactions, on sent comme si vous êtes de l'autre côté. C'est ça, moi j'ai senti. Moi je ne le reproche pas vraiment, mais c'est ça, moi j'ai senti de part et d'autre, même au sein de la population. En réalité, on ne lui en veut pas par rapport à son passé au RPT, mais à cette dernière démarche ou à cette dernière réaction au lendemain de son passage au CST. Alors, à cette élection,
à cette élection dans le premier tour, a fixé au 22 février prochain 10 candidats aujourd'hui pour un seul fauteuil. Bon, c'est vrai que on attend encore la confirmation par la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle même. Il faut d'abord que les dossiers passent par le ministère de l'administration territoriale qui les dépouille administrativement d'abord, qui les renvoie à la Cour, à la CENI, et ce n'est qu'après ce travail-là que la Cour constitutionnelle aura maintenant, parce que déjà, dans ce circuit-là, on peut récaler certains candidats pour inconformité de pièces administratives ou je ne sais pas. 10 candidats donc. Tu vas pouvoir récaler beaucoup, ce serait bon. Vous laissez écrit. Non, c'est pour amuser la galerie. Vous avez déjà effleuré par rapport à la candidature du président sortant, Faure Gnassingbé, le candidat du parti Unir. C'est quoi le problème? Non, mais la candidature. Oui, mais Faure Gnassingbé est candidat de son parti. Mais il est issu d'une famille politique. La famille politique a décidé de l'envoyer briguer. Un choix du parti. Moi, je vois pas de problème. Parce que constitutionnellement, il n'y a rien qui le bloque. Oui, mais c'est une candidature qui a posé, on a l'impression, ça a posé un problème au sein du parti. On a l'impression. Parce que vous avez vu ce tollé-là que la candidature de Faure Gnassingbé a fait au sein du parti, où chaque semaine... Vous nous informez? Oui, non, vous êtes journaliste. Vous avez vu des gens, chaque fois, on a fait même des marches de soutien, ou je ne sais pas, des marches dans ce pays, dans des villes, on a engagé des marches, des gens, des militants du parti ont marché pour dire que nous voulons que Faure Gnassingbé soit candidat. Mais si vous marchez pour dire nous voulons que Faure, alors que vous êtes membre du parti, ce n'est pas des gens de l'extérieur, vous êtes membre du parti et que vous allez dans la rue pour crier que nous voulons, ça veut dire que soit la personne même ne voulait pas, ou il y a des gens dedans qui ne voulaient pas. Et donc vous avez vu au dernier moment comment ça s'est passé. Il faut avoir le soutien populaire, c'est ça? Non, ça veut dire qu'il y a eu un problème au sein du parti. Peut-être que lui-même, ou peut-être que ce n'est pas rapport à sa déclaration, on a cru que, comme il a dit qu'il faut lui monter au maximum à 3, que bon, on a l'impression que peut-être il va refuser. Sinon, Faure Gnassingbé, ce n'est pas la première fois qu'il s'est présenté à une élection présidentielle, qu'il a été positionné par son parti politique. Mais on n'a eu jamais ça. Si. Non. Non, il a été désigné, on a eu un congrès et puis on l'a désigné. C'était tout ça. Il n'y a eu jamais. Avant les congrès, il y a eu des marches pour crier que nous voulons que. Bien sûr. Peut-être vous êtes journaliste, même moi je ne me rappelle, je ne m'en souviens pas. Vous pouvez m'éclairer mais moi je ne me rappelle pas. Mais cette fois-ci, vous avez vu, c'est la veille. La veille du dépôt de la clôture de la candidature, qu'il a fallu qu'il lui-même se déplace au siège, où il y avait déjà le comité qui est réuni. Et même quand il est sorti, au départ, il n'a pas voulu parler. Il a dit on devait organiser une conférence de presse pour annoncer. C'est pour dire. Et le parti avait la liberté de pouvoir déposer la candidature à n'importe quel moment. Non, je dis par rapport au passé, et vous avez vu l'atmosphère qui a régné. C'est comme les gens doutaient au dernier moment. Puisque même un de ces ministres a dit mais on attend qu'il vienne dire oui, ou bien c'est lui qui doit dire on attend. Il faut même c'est sa réponse qu'on attend. Ça là on n'a pas besoin de l'entendre. Non, ce que je dis, si ça a fait l'objet d'une telle tollée médiatique, ça n'a jamais eu le cas. Nous avons observé depuis la situation, ça n'a pas été le cas depuis un certain moment. Donc si ça a été jusqu'à ce que, dans le temps, on nous annonce que Faure Gnassingbé est candidat. Aujourd'hui, mais on nous a dit, mais est-ce qu'il sera candidat? C'est un doute, finalement, heureusement pour ceux qui veulent qu'il soit candidat. Et bon, il a dit, j'ai dit oui, j'accepte d'être votre candidat, d'être votre président. Est-ce qu'il a dit? J'accepte d'être votre président. Est-ce que vous ne pensez pas que cela relève aussi d'une stratégie politique? Oh, c'est une fausse stratégie. Comment ça, une fausse stratégie? Vous savez, chaque entité politique dispose d'un millier de stratégies, parce que déjà, quand
il y a eu cette descente dans la rue des militants. C'est déjà pour montrer... C'est comme au temps de Gnassingbé, il y a des Maou, il dit qu'il ne sera plus candidat. Les gens ont chanté. C'est pour montrer déjà le soutien populaire, il ne faut pas l'oublier. C'est la même personne qui le soutient. Ensuite, la manière d'accepter cette candidature-là au siège du parti, c'est pour vous dire qu'il y a une organisation derrière. Donc dans le temps, il n'y avait pas d'organisation. Non, mais attends, à vous de penser ce que vous voulez. Mais dans le temps, c'est le Congrès qui organise. Ils ont changé en temps le statut ou leur règlement, je ne sais pas. Oui, justement. Ils ont modifié pour dire que c'est maintenant le comité qui va désigner. Voilà, ils ont dit que ce n'est pas un congrès, mais c'est une réunion. Bon, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. J'ai vu quand même qu'il y a une différence. C'est ça que moi je constate. On relève quand même. C'est quand même curieux. Voilà. Ouais. Mais aller tout de suite en besogne pour expliquer cela, on n'est pas dans les secrets des dieux. C'est une analyse que je fais et je me dis par rapport au passé, voilà, c'est ce que je me dis. Je peux ne pas avoir raison, mais c'est un constat. Et c'est clair. Le constat, on s'arrête au constat. Oui. Mais les 10 candidats, je dis une chose. On connaît un peu la situation politique dans notre pays. Je peux dire que parmi ces candidats, il y en a qui viennent de faire leur baptême de feu. Si ce n'est pas pour agrémenter un peu leur CV, ou si ce n'est pas pour voir un peu ou rechercher des postes politiques plus tard, ou c'est pour se jauger un peu politiquement. Je crois qu'il y a voilà un candidat et avoir quand même quelque chose, parce qu'il faut asseoir aussi un parti politique ou un ensemble politique pour pouvoir maîtriser le cap, peut-être sur le long terme. Donc je dis, tous les candidats ont quand même leur idée par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Nous ne pourrons pas déterminer cela, mais je crois qu'il y en a qui savent très bien que ce n'est pas encore le moment pour pouvoir dire nous allons gagner à ces élections, parce qu'il y a des mastodontes dans cette liste-là et que la population nous voit. En l'absence du chef de file de l'opposition, pensez que l'ANC pourrait être, Jean-Pierre Fabre pourrait être un vrai candidat, un outsider qui pourrait rivaliser avec le candidat du parti au pouvoir. Bon, il n'est pas à son premier essai. Et son parti, dans le temps, c'était l'UFC. Son parti a été toujours le mentor, de toute façon. Et donc, c'est vrai que à un moment donné de l'histoire, les choses peuvent changer. Aujourd'hui, l'ANC, son dirigeant ou bien son président n'est plus le chef de file de l'opposition. Mais dans la réalité, on sait au sein de l'opposition, celui qui a plus d'audience auprès du public. On sait que l'actuel chef de l'opposition ne l'est que de nom. Ah bon? Oui, écoutez. Bon, un chef de file de l'opposition. Tout comme l'UFC, l'ANC également a perdu sa place. Vous allez voir les consignes de vote que le chef de file de l'opposition et son parti vont donner. Vous voulez parler de J.P. Solinki? Oui, vous verrez les consignes qui vont donner. Si vous avez des informations, on est tout oui. Je dis, vous verrez, nous verrons ensemble. Ah, ok. Ça veut dire que je ne vois pas encore. Mais en tout cas, donc je crois, pour le moment, moi je suis un peu déçu par rapport aussi à l'organisation du scrutin et par rapport, c'est-à-dire l'organisation du scrutin. Moi là, ça n'augure rien de transparent. Vous craignez parce que moi, il y a d'abord la CENI qui est là-bas, et il y a d'abord une cour constitutionnelle qui n'existe pas. Moi je suis malade de ce processus électoral. Je suis déjà malade. Ouais. Donc, quand vous me demandez est-ce que quelqu'un est bien placé, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas dans cette posture-là. Il va falloir que les choses s'organisent mieux.
Et maintenant, face à ces incongruités, vous entrevoyez... il faut que l'opposition aussi s'organise d'une manière pour que même malgré les irrégularités, comme ce fut le cas en Gambie, malgré les irrégularités, un opposant a pu gagner. Parce qu'il y a eu une organisation. Entrevoyez-vous un scrutin apaisé? Voilà le problème. Quand ça se passe comme ça, d'abord, au principe, le principe, c'est que quand il y a une élection, tout le monde a peur. Parce que le principe, c'est que ça ne sera pas apaisé. Il y aura ce que nous ne souhaitons pas. Les dernières élections n'ont pas. Et lorsque ça se passe, il y a des violences policières, il y a des choses. Heureusement que depuis un certain moment, on a pu transporter l'une. Les dernières élections n'ont pas été. Lorsque nous on produit le rapport, on nous traite de mensonger. Et c'est sur ce plateau-là que le ministre des Droits de l'Homme, que je respecte beaucoup, a traité la Ligue de n'importe quoi. Excusez-moi, parce que nous avons produit un rapport qui parle de la torture, qui parle de violence policière, que nous lui avons transmis, pas correspondance que moi j'ai signée de ma main. Nous lui avons envoyé le rapport. Un homme responsable, vous avez reçu nos rapports. Appelez-nous lorsque vous trouvez des griefs quelque part. Parce qu'en amont, vous avez rencontré et vous avez voulu qu'on travaille en collaboration. Et nous avons parlé de certains cas de torture. Vous avez demandé de produire un document pour vous envoyer. Nous avons entendu, nous avons produit un rapport que nous avons envoyé. Lorsqu'il y a un problème, appelez-nous si vous voulez comprendre davantage, on vous expliquera. Le ministre qui critique d'abord la paille de garde de notre rapport et qui dit que donc ça enlève toute crédibilité au rapport. Un ministre des faits concrets de torture que nous avons évoqués et qui dit que nous avons menti. Alors que la personne concernée est présentement en détention dans une prison civile de Lomé et qui menace de poursuite. Après, nous apprenons qu'on a l'intention de nous retirer de dissoudre notre association. Je ne sais pas si c'est la presse qui a annoncé tout ça là, mais je crois que quand même, écoutez, lorsque quelqu'un vous respecte, aussi ministre soit-il, respectez ces personnes-là et on pourrait travailler en commun accord. De toute façon, nous avons produit un rapport. Lorsque quelqu'un a des preuves contraires, qu'il le vaille. Moi, je suis prêt à faire un débat sur ce rapport-là avec le ministre, sur votre plateau. Je suis prêt à le faire pour que la vérité puisse triompher, pour que l'opinion sache où trouve le mensonge qui dans ce pays. Si nous ne voulons pas collaborer avec monsieur le ministre, nous n'allons pas, il nous invite, nous n'allons pas nous rendre chez lui et lui poser des cas avérés. Il nous a dit de lui en tenir informé. Nous croyons que quand nous lui enverrons le rapport, il en fera une œuvre utile. Malheureusement, c'est ce que nous avons constaté. Et nous avons constaté que c'est l'habitude du régime. Depuis, même Yadema, il a contesté le rapport aujourd'hui. RFI nous a rappelé ça. Il a contesté le rapport de Togo, état de terrain, tout ça là. Il a contesté. Et après, on nous a dit. On a même vu des populations de CKC qui ont marché pour dire qu'ils n'ont jamais vu de cadavre à la plage de Lomé. Même des non-voyants ont marché pour dire qu'ils n'ont pas vu de cadavre à la plage de Lomé. Mais je me demande, c'est comme ça, c'est dans la logique du régime. Et lui aussi, il est venu. On croit que c'est un jeune qui pouvait faire la différence, malheureusement. Monsieur Célestin Agbougan, oui. Je crois Eric que monsieur Agbougan est dans un état second, il a dit, mais je pense qu'il faut, dans toute situation dans notre pays, il faut toujours apaiser les cœurs. Nous ne pouvons pas réussir notre décollage économique si nous nous permettons à chaque fois de dire les choses qui fâchent, de nous opposer sur le minimum sur lesquels on pouvait s'entendre et avancer. Il a parfaitement raison de dire, lorsque nous vous respectons, respectez-nous aussi. Je crois que c'est la moindre des choses et ce n'est que de cette manière que nous pourrons avancer. Aujourd'hui, on a la chance qu'on a organisé des élections municipales où des opposants sont devenus maires. Et ils sont sous la tutelle d'un ministre qui est issu du parti au pouvoir. Ça veut dire que déjà,
il y aura une collaboration. Forcément. Et que demain, on ne dira plus, alors, nous ne pouvons pas travailler ensemble. Merci, Eric. Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut revoir un peu le pays pour que nous tous, nous puissions cheminer ensemble pour lutter contre la pauvreté et permettre de décrocher. Merci Eric Johnson d'être passé dans Le Monde en 7. C'est moi qui vous remercie. Et merci également à vous, monsieur Abougan. Merci beaucoup. Un plaisir. Plaisir également d'avoir été animé cette émission avec vous. Et merci à vous, nos chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Bonne suite de nos programmes sur Union d'Info.